Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Pour cet épisode, j'accueille Alexis Debord. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia. Alexis, tu es juriste de formation et entrepreneur. Tu as été parmi les premiers en France à investir dans le domaine de la Legal Tech en créant notamment Leganov et Hercule The Legal Tech Agency, deux cabinets de conseil en innovation légale. Fort de ton expérience de conseil, tu as acquis une véritable expertise et une vision globale du marché et des tendances de la Legal Tech, mais tes talents ne se limitent pas à cela. En effet, ancien pilote de karting de haut niveau et importateur de cidre au Vietnam, tu as également réussi à faire du droit depuis les endroits les plus reculés du Cambodge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à la Legal Tech et plus généralement à l'innovation ? Effectivement, c'est un parcours qui peut sembler un peu atypique. Au tout départ, je me destinais pas forcément en droit. J'ai fait une hypocagne en fait à la fin de ma première année. J'ai pas voulu passer en cagne et en plus, objectivement, j'avais pas le niveau. Du coup, j'ai suivi un petit peu la tendance de la classe. On était 6 ou 7 à partir à ce moment-là sur Paris, à Paris 1 ou à Paris 2, faire notre droit. En fait, très vite, au bout d'une semaine de cours en amphi, je me suis dit que c'était pas forcément fait pour moi. Mais bon, j'ai persévéré. Mais j'ai persévéré avec un profil un petit peu particulier parce que je me suis très très vite retrouvé à la tête d'une association nationale d'étudiants. Donc, j'étais dispensé de TD à l'époque. Donc, j'allais ni en cours ni en TD. Je parcourais la France de fac en fac en discutant à la fois avec des responsables étudiants associatifs, des doyens. On était aussi l'interlocuteur du ministère d'enseignement supérieur et des différentes commissions sur tous les sujets qui touchaient aux étudiants en général, les étudiants en droit plus particulièrement. Et donc du coup, j'avais une diversité d'interlocuteurs énorme. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et donc ton rôle dans cette association, c'était de faire le lien entre les différentes parties prenantes du monde étudiant ? Exactement, du monde étudiant, du monde universitaire. Et en fait, à la fin de ces 3 ans, je peux partir en Asie, au Vietnam, à Ho Chi Minh, faire un Master 2 de l'Université de Paris 2 Assas, délocalisé là-bas. Et donc, du coup, je suis pris, je suis la première promotion. C'était un Master en droit des affaires internationales, c'est ça ? Ouais, Master en droit des affaires internationales, Master 1, Master 2. La première année, en tout cas, du Master a été une année d'introspection et de voyage, dans laquelle je me suis vraiment dit, mais en fait, pourquoi tu continues à faire du droit ? C'est vraiment pas fait pour toi. Donc je rentre à la fin de ma première année pour passer le barreau et au bout de 15 jours de prépa, je prends un café avec un ancien copain de fac qui avait créé Le Petit Juriste et qui était en train de lancer carrière juridique. Lui venait d'être avocat, il avait renoncé à la profession d'avocat pour devenir entrepreneur, Adrien Cheltiel. Et donc du coup on prend un café ensemble et je lui dis prends-moi en stage et si ça marche j'aimerais bien être associé même de façon symbolique dans le projet quoi. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'arrête ma prépa du CRFPA, je rate le barreau. Donc Master 1, Master 2 au Vietnam, je repars au Vietnam. En repartant au Vietnam, du coup, alors là, j'étais en stage en cabinet d'avocat. Et en même temps, la nuit, avec les jeux de décalage horaire, je travaillais pour le projet Startup Carrière Juridique. D'accord, ça faisait des grosses journées. Je suis censé rentrer en France à la fin du Master 2. Je continue à me dire que je vais persévérer dans le droit parce que je commence une thèse, donc j'ai toujours des hésitations. À ce moment-là, je continue un petit peu à hésiter. J'ai ma petite amie qui est devenue ma femme, qui est prise en mission humanitaire au Cambodge, qui me dit je pars. Donc moi, j'étais censé rentrer en France. Donc là, je déçois un petit peu mes associés de carrière juridique, mais donc je repars au Cambodge. Et en fait, pendant pas 1 an, mais 8 mois, je crois, je suis au Cambodge dans une petite maison dans la jungle à 2 pas des temples d'Angkor, et je passe des appels. Donc j'étais principalement sur la prospection en plus. Donc je passe des appels avec des avocats, différents interlocuteurs plutôt de haut niveau pour leur vendre de la visibilité ou des solutions de marque employeur sur carrière juridique. Donc en fait c'est très drôle, je me souviens d'une anecdote où en fait j'organise donc un Skype avec un de nos prospects et le prospect au bout de 10 minutes me dit mais vous avez un coq qui chante à côté de vous. Et en fait on avait effectivement j'avais des coqs dans ma cour et qui mettaient le bazar et je fais oui je suis désolé je suis au Cambodge, donc là le mec éclate de rire, me croit pas, et voilà, donc je me suis retrouvé dans des situations un peu cocasses. Pour reprendre la suite du parcours, donc carrière juridique est revendue quand je rentre du Cambodge et je devais signer mon contrat de travail, et en fait je me rends compte que je vais pas du tout matcher culturellement avec la boîte qui nous rachète, et bon, ayant été au Cambodge je faisais pas partie du deal indirectement, et donc du coup je décide de ne pas signer mon contrat de travail après, et là je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais dû écrire 5 pages à tout casser en 1 an sur ma thèse, donc ça partait plutôt mal, donc là je me dis il faut que je reste entrepreneur, il faut que je monte une boîte plutôt de conseil. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du réseau, j'ai une compréhension du monde du droit, parce que je grenouille dedans depuis le début de mes études en fait quasiment, et j'ai développé des compétences un petit peu en digital, en ayant monté carrière juridique, à la fois en gestion de projet web, et puis en communication web d'une manière générale. Et en fait on est en 2014 à ce moment-là, et 2014 c'est l'année où les avocats peuvent faire de la pub, donc changement de paradigme, parce qu'on passe d'un état d'esprit dans lequel l'avocat qui se lance pose sa plaque et s'inscrit dans les pages jaunes, à un moment où plus il va être capable de partager et de rendre intelligible son expertise, plus il sera identifié comme expert, et donc plus ça sera facile pour lui de se vendre. Comment t'en viens à du coup vouloir faire du conseil en innovation légale ? Alors, ça arrive en 2 temps. Premier temps,
Je me dis, je vais faire de la formation en marketing. Et en fait, si tu veux, du marketing et du marketing digital, j'étais très rapidement identifié comme un techos. Pourtant, je suis pas du tout techos. Mais si tu veux, les gens se disent, OK, il est capable de monter une offre de service, il est capable de me faire un mini-site pour le présenter. Donc, il doit être capable de développer toute l'interface technique qui va me gérer mes flux de production, quoi. Donc ça, non, je sais pas gérer, mais j'avais des demandes dans ce sens-là. Par contre, dès qu'on prend des missions tech, en principe, on ajoute un 0 à la fin du devis, quoi. Donc, l'appât du gain, je me dis quand même, ça serait bien que j'arrive à traiter ça. Et je commence à envoyer des missions à une boîte qui s'appelle Contracteo pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, donc j'envoie une mission, 2 missions, ça se passe super bien avec les clients en face. Et au bout de 6 mois, on se met autour de la table avec les associés de Contracteo. Donc eux, ils sont 3. Est-ce que tu peux présenter Contracteo du coup ? Contracteo, c'est l'entreprise qui est devenue Hercule, dans laquelle je me suis associé après, qui était une boîte tech qui réfléchissait finalement à la création de produits d'automatisation d'actes, essentiellement dans le secteur du social, dans un premier temps. Donc c'était comment j'automatise un contrat de travail. Et puis après, la deuxième branche qu'ils ont développée, c'était comment j'automatise une procédure d'embauche. Donc ça, c'était vraiment les 2 premiers produits qu'ils avaient développés. Ils n'ont jamais vraiment lancé ces produits-là. Par contre, ils ont développé les moteurs technologiques qui permettent de gérer l'automatisation des docs et l'automatisation des process. Donc toi, ça t'a apporté du coup le volet tech. Exactement, que c'est ça. Tu ne maîtrisais pas c'était complémentaire par rapport à ce que toi, tu avais comme expertise déjà. Ouais, exactement, c'est ça. Donc du coup, on s'associe. On est raccord sur les valeurs, on est d'accord sur la manière de gérer le client. Honnêtement, mes associés sont des mecs qui sont brillants et qui me mettent vraiment en confiance sur ces sujets-là. Donc, on décide de s'associer en se disant, on va créer Hercule Illegal Tech Agency, en se disant, on va prendre le parti pris de travailler uniquement avec les professionnels du droit installés, donc pas les startups du droit, essentiellement les professionnels du droit installés ou les professionnels du droit qui veulent lancer leur startup. Et on va les accompagner à 360, c'est-à-dire à la fois sur les volets idéation, comment je passe de mon idée à un prototype puis à un produit développé, comment je vais le vendre sur le marché. Donc, comment je vais le vendre sur le marché, il y a bien sûr toute la dimension com qui était un de mes cœurs de métier à la base. Et pourquoi avoir fait le choix de ne cibler que les professionnels du droit installés ? Parce que, déjà, il y a une logique de montant. On est en tout début du marché de la legal tech. Donc, les startups qui se créent, elles ont peu d'argent. L'argent qu'elles peuvent avoir, c'est de la love money. Il n'y a pas encore de fonds d'investissement qui s'y intéressent. Donc, il y a peu d'argent côté startup. En revanche, côté cabinet d'avocats, côté institutionnel, on commence à s'intéresser à ce sujet-là et il y a plus de moyens. Donc, il y a du moyen pour aussi s'acheter des produits sur mesure parce qu'il y a déjà un volume de clients. Donc, à ce moment-là, nos 2 types de clients clés, en fait, c'est soit des très gros qui ont les moyens de financer un plan d'innovation ou des cabinets de niche qui, par exemple, vont faire que de la franchise, que du divorce, qui sont vraiment sur une verticale, qui génèrent un très 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 gros volume de dossiers sur cette verticale-là, et donc qui ont les moyens de développer un outil et une expérience pour leurs clients véritablement sur mesure au point de vue produit, quoi. Donc ça, c'est vraiment nos deux cœurs clients. Donc c'est le business model qui vous a guidé aussi Alors, vers ce choix de clients. C'est le business model, c'est la réalité du marché, parce que les startups n'auraient pas eu les moyens de se payer sauf à faire des très grosses levées, mais si elles font des très grosses levées, en fait, elles internalisent, elles passent pas par une agence. Donc en fait, c'est la réalité marché aussi qui nous conduit à ça. Et puis nos réseaux respectifs, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a déjà des réseaux auprès de ces très gros acteurs ou des plus petits qui sont sur des verticales et on a déjà créé de la confiance avec eux. Donc si tu veux, assez naturellement, ils se tournent vers nous. Donc oui, il y a évidemment une réalité économique, il y a une réalité marché et puis il y a... Dans la continuité de ce que vous Il y a la continuité, ouais, exactement, des réseaux qu'on a. Et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer dans le montage, le développement de ton projet ? À ce moment-là, je laisse de côté Leganov. Enfin, Leganov reste un organisme de formation, mais qui travaille en partenariat avec Hercule sur tous les projets. Donc Leganov, c'était ma première structure. Et je me donne à 10 000% de Hercule. On fait grossir très très vite Hercule, avec, pour être très franc, une difficulté, c'est qu'on est sur 3 pôles d'activité qui ont des modèles économiques propres, qui sont l'agence de com, le centre de formation, et on a des très gros projets, notamment avec l'EFB, je pense qu'on en reparlera après, oui. Et on a toute la partie tech. Et en fait, on est sur 3 mini-business units qui grossissent toutes les 3 très vite. Et à un moment donné, alors moi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, je vis en région PACA. J'avais toutes mes équipes sur Paris. J'avais tous mes clients sur Paris. Et qu'à un moment donné, c'était pas non plus la vie que j'avais envie de mener, quoi. Premier point. Deuxième point, c'est que quand il y a 3 business units en croissance, il y a des problématiques de croissance qui vont avec. Et à un moment donné, on s'est réunis en très bonne entente avec les 4 associés. On s'est dit, est-ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait vivre? Et on s'est dit, pas forcément. Je pense qu'il faut qu'on réoriente notre modèle économique. Contracteo et Hercule vont c'est la même entité, vont se reconcentrer à fond sur la partie tech. Moi, je suis pas un techos, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, on reste en super bonne entente, mais moi, je me remets à mon compte et je vais refaire de l'innovation, de la formation et du marketing, qui étaient mes cœurs métiers. Et donc, c'est là que tu reprends ta première structure qui est Leganov, c'est ça? Exactement. Et c'est très récent, en fait. Aujourd'hui, on continue à bosser, en fait, sur plein de projets ensemble, mais de façon beaucoup plus autonome et beaucoup plus légère aussi. Et est-ce que tu peux nous dire quel était ton objectif initial lorsque tu as créé Leganov et que tu t'es associé ensuite à Hercule? Et est-ce que cet objectif a évolué au fil de ton projet entrepreneurial? Alors, au tout début, quand je lance mon activité,
je sais pas trop où je veux aller. Donc même si je me place même en 2014, un tout petit peu avant la création de Leganov, ce qui m'a vraiment, là où je me suis vraiment dit il y a un truc à faire, en fait je fais une campagne Batona pour le barreau de Paris, qui est la campagne de David Gordon Criff, Hubert Flichy, on est en 2014-2015. Qui a été génial et c'est ce qui m'a donné la vision que j'ai eue pour Leganov pour répondre à ta question de départ. C'est finalement le fait en suivant le candidat partout, j'ai fait des tas de rencontres avec lui, avec des managing partners de très gros cabs, de plus petits cabs, des premiers avocats qui quittaient la profession pour monter leur start-up. David était absolument fasciné par ces sujets-là, alors il marchait sur la pointe des pieds parce que c'était un sujet qui politiquement était beaucoup plus compliqué en 2015 qu'il l'est aujourd'hui. Et donc on rencontre les mecs de Demander Justice, on rencontre tout le monde en fait, même ceux qui sont très très mal perçus de la profession. On discute avec eux et là je me dis, en voyant à la fois le mindset des managing partners des gros cabs ou des grands cabinets français, c'est-à-dire qu'en fait qui sont sur leur modèle classique, ils ont tellement de toute façon souffert pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui qu'ils veulent surtout pas que ça change. Ils n'ont pas envie d'entendre que leur modèle économique est en train de changer et que potentiellement l'organisation pyramidale des cabinets va pas tenir à 10 ans. C'est un message qu'ils veulent pas entendre. Ça remet en cause tout ce qu'ils ont construit. Complètement. Donc d'un côté, si tu veux, j'ai ça. J'ai l'écho d'une conversation que j'avais eue en incubateur quand j'étais chez Carrière Juridique où je discute avec les développeurs du projet de derrière nous et je leur raconte un peu mon quotidien d'un stage et qui me disent mais attends, en fait tu passes ton temps à faire des copier-coller et à répéter des recherches qui ont déjà été faites 500 fois. Ils me disent nous notre job c'est dès qu'on répète un truc plus de 3 fois dans une semaine on l'automatise. Et je me dis ok, la différence de monde entre à la fois les managing partners qui ont cette organisation pyramidale avec du taux horaire pas du tout aligné sur les intérêts des clients et de l'autre côté ces développeurs qui nous disent tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise, on déteste répéter des tâches. Et en fait, c'est le secret de la scalabilité, quoi. Donc ça te marque. Et ça me marque et ça fait écho de toutes les rencontres que je fais avec David où je me dis, mais en fait, ma mission, si je dois créer une boîte, ça va être de les sensibiliser à l'innovation, à cet état d'esprit-là, parce que c'est l'avenir, en fait, des modèles économiques et de la façon dont le droit doit être exercé. Et c'est aussi la clé de succès, parce qu'il y a quand même un énorme point de douleur dans nos sociétés, c'est l'accès au droit. Et 50% de la population n'a pas accès au droit ou n'a pas conscience qu'elle a un problème juridique. Et je suis convaincu, c'est un peu plus une porte ouverte de le dire aujourd'hui, mais dès 2014-2015, j'étais convaincu que c'était l'avenir pour répondre à ce besoin de droit qu'ont les Français, quoi. Donc ton objectif, c'était vraiment de vulgariser cette pratique et d'informer ? En fait, il est double l'objectif. Il est d'une part de rendre l'information juridique basique accessible et intelligible, parce que si c'est écrit en jargon juridique, la plupart des justiciables vont pas comprendre. Et le deuxième point, c'est de libérer les avocats des tâches sans valeur ajoutée qu'ils ont et qui leur pourrissent leur quotidien. Et qui prennent énormément de temps. C'est ça, qui font que du coup, ils font des tâches à faible valeur ajoutée facturées très cher au taux horaire. Les justiciables n'osent pas se tourner vers eux. Et en plus, la plupart du temps, ils passent moins de temps avec leurs clients. Donc ça dévalue l'image qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs clients et d'une manière générale des professions du droit vis-à-vis de leurs clients. Donc il y a un gap qui se crée et que le numérique peut aider à combler. Et donc je suis convaincu de ça. Et je me dis par quoi je dois commencer ? Je vais commencer par de la formation. Parce qu'il faut déjà prêcher la bonne parole. Donc, à l'époque, je fais des confs. Tous les 2 jours, j'en ai une. Soit une formation, soit une conférence. Et je prêche la bonne parole. On est 2-3 en France à faire ça. Je pense notamment à Dan Cohn qui est voilà. Ensemble, les 2 premières années, je pense qu'on passe notre temps et lui continue à le faire beaucoup. Moi, un peu moins maintenant. Enfin, je le priorise, mais on passe notre temps à donner des conférences, souvent gratuitement d'ailleurs, dans les 4 coins de la France. Avec une cible d'avocats ou de tout professionnel du droit ? Essentiellement avocats. Progressivement, et notamment via le réseau Open Law. Donc Open Law qui est un peu une association de précurseurs convaincus que le droit peut être ouvert, en tout cas sur pas mal de ses aspects, et que plus le droit et la recherche juridique ou l'accès à l'information juridique sera ouvert, plus finalement tout le monde, du justiciable au professionnel hyper expérimenté, en retirera des bénéfices. Et donc du coup, dans ce réseau-là, on croise pas mal de personnes, et je croise notamment Patrice Gras, qui est le président du syndicat des huissiers de justice. Et en fait, dans ce cadre-là, je commence à travailler avec la profession d'huissier aussi. J'ai découvert une profession pas du tout comme je le pensais. En fait, ils sont témoins de la fracture sociale à tous les niveaux. En fait, la profession se fait pourrir à longueur de journée par tout le monde. C'est un peu le vilain canard des professions du droit. Alors qu'en fait, ils ont une expertise de notre société et des difficultés de l'accès au droit qui sont monstrueuses. En étant dans l'exécution des décisions de justice, ils jouent un rôle d'amortisseur social. Parce que s'ils exécutaient réellement toutes les décisions de justice qu'ils devraient exécuter, ça serait la révolution. Et en fait, ils jouent ce rôle d'amortisseur social parce qu'ils trouvent des solutions pour faire exécuter les décisions dans le temps, pas forcément tout de suite de façon abrupte, etc. Et donc, par exemple, quelles solutions ils peuvent mettre en œuvre ? En termes de solutions, donc 2 choses. Un, il y a des raroutes qui sont organisées sur ces questions-là, dans lesquelles on les fait parler, on essaie de leur faire accoucher un petit peu de toutes ces idées-là qu'ils ignorent eux-mêmes, mais parce que souvent ils ont aussi une certaine pudeur en fait vis-à-vis de ces situations qu'ils vivent vis-à-vis des autres. Donc on essaie de les faire accoucher déjà de ça. C'était l'objet des dernières universités qu'on avait organisées à Lyon. Et surtout d'un point de vue outil, à quoi ça ressemble. Si on prend par exemple sur ces notions d'accès au droit, quelqu'un qui reçoit un avis de passage d'un huissier de justice, très souvent il comprend pas ce qui lui arrive, et l'huissier il se dit ça y est je suis dans la merde. Et donc du coup il est très stressé quand il va à l'étude, s'il y va, pour savoir quel est le contenu de son avis de passage.
Donc par exemple, une des solutions techno qu'on pourrait faire là-dessus, qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir un mini flashcode ou un mini lien. La personne se connecte sur ce lien et elle a une explication très pratique de la procédure dans laquelle elle est, de ce qui pourrait lui être signifié, des personnes qui pourraient l'aider à la représenter ou la défendre par rapport à ces situations, etc. Donc ça, typiquement, c'est une application très concrète. Deuxième application très concrète, dans ce rôle de vigie, l'huissier arrive, il est obligé de faire des signalements. Par exemple, il rentre chez des gens, il s'aperçoit qu'il y a un enfant qui est maltraité, une femme qui est battue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se comporter? En fait, dès lors que c'est du pénal, ils ont une obligation de signalement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand un huissier déboule dans une gendarmerie pour faire un signalement, il n'est pas pris au sérieux, il perd une journée entière, etc. Donc, comment on fait pour que à la fois l'huissier puisse répondre à cette obligation légale qui est le signalement, et deux, surtout le faire directement auprès du bon service, parce que parfois c'est la police, mais on pourrait imaginer que c'est un corps intermédiaire. Oui. Par exemple, une association qui est capable de prendre en charge les enfants maltraités, les femmes battues, prendre le relais. Exactement, qui pourrait prendre le relais. Et donc du coup, là-dessus, on pourrait imaginer une application dans laquelle le signalement se fait de façon très très fluide. C'est une appli, techniquement, c'est très simple à faire. Mais on crée une app qui permet de faire ce signalement. L'huissier a fait sa mission d'officier public ministériel, reprend sa voiture. Juste avant de reprendre sa voiture, en 3 minutes, il fait son signalement. Et il sait derrière que telle organisation, telle institution a le signalement, et ensuite, libre à elle de prendre le relais ou non. Mais en tout cas, il a fait son job, quoi. Et donc, toi, tu les accompagnes aussi dans la mise en œuvre de ces solutions, justement ? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, on organise beaucoup d'événements, beaucoup de formations ensemble. Quand on organise ces événements et ces formations, en fait, on détecte différents besoins, différentes idées. Et après, l'enjeu, c'est comment j'arrive à passer de l'idée à quelque chose de plus concret, de plus tangible à montrer. Un prototype. En fait, exactement, c'est ça. Donc, on a une méthodologie innovante qui permet de passer de cette idée à un prototype. C'est une méthode qu'on appelle le design sprint. C'est la méthode qui a été mise au point par Google Ventures. C'est comment je passe d'une idée à un proto en 5 jours. Sachant que l'idée, c'est que le proto, à la fin des 5 jours, ait été testé. Pourquoi c'est génial? Parce que la plupart du temps, le monde de l'entreprise, a fortiori les professionnels du droit qui ont moins l'habitude des démarches innovantes, se disent j'ai une super idée du siècle, je vois exactement ce qu'il faut faire. Déjà, quand quelqu'un arrive en disant j'ai une bonne idée, souvent on commence par le démonter en lui disant mais en fait c'est quoi ton problème, c'est quoi la problématique? Oui, c'est ça, c'est de partir du problème. On repart au problème, on s'assure que le problème est bien posé, parce qu'une bonne idée c'est d'abord un bon problème, donc on essaie de reformuler ce problème-là, on s'assure qu'il répond à des véritables enjeux de marché, qu'en gros on n'est pas soit sur de la micro-niche, soit en fait sur un truc qui est trivial et que tout le monde est capable de résoudre autrement aujourd'hui. Et donc une fois qu'on a fait cette analyse du problème, on rentre dans une phase, en fait il y a plusieurs temps dans le design sprint. Il y a un premier temps, on comprend les enjeux de l'idée, donc le problème, qui va utiliser potentiellement l'outil, et ainsi de suite. Donc on a tout un travail de questionnement. Ensuite, on a un temps de ce qu'on appelle de divergence, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plein d'exemples sur le web, on va commencer à gribouiller des trucs sur les papiers, à coller des pastilles sur les murs. C'est un brainstorm. Ouais, une sorte de brainstorm, mais très ouvert en fait. Sur la phase divergée, on est sur quelque chose de très très ouvert. Le jour 3, on converge, c'est-à-dire qu'on réunit toutes les bonnes idées de la partie divergée, on essaie de les mettre dans notre prototype. Donc là, on commence à dessiner véritablement, un storyboard de notre application, qui est un parcours type en fait, que pourrait faire un utilisateur. Et ensuite, jour 4, on a un designer qui planche non-stop à fond la caisse pour sortir des maquettes. Et le jour 5, on le présente à des utilisateurs potentiels. Et comment vous trouvez vos utilisateurs potentiels? En fait, c'est soit des utilisateurs professionnels du droit, typiquement là sur les exemples de l'application d'huissier. Le deuxième exemple que j'ai cité là sur le côté rôle de vigie, lanceur d'alerte auprès des bons corps intermédiaires. Là, l'utilisateur, c'est des huissiers essentiellement. Donc, c'est comment l'huissier peut avoir un truc qui fonctionne et qui passe le message et les bonnes informations aux bonnes organisations. Quand on est sur des utilisateurs justiciables ou entreprises ou institutions, on mobilise nos réseaux. On les fait venir le dernier jour, qui est souvent un vendredi. Et surtout, on leur demande de ne pas être bienveillants. Il n'y a rien de pire que la bienveillance. Il faut au contraire demander à des gens qui vous aiment pas et qui vont être très francs, enfin qui vous aiment pas. En tout cas, objectifs. Ouais, qui vont être très très francs. Soit qui vous connaissent pas, soit des gens qui sont très bruts de décoffrage. En fait, c'est là qu'on a les remarques les plus intelligentes. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des remarques bienveillantes, parce qu'en fait, vous ne faites pas progresser votre produit, vous perdez du temps. Et si tu veux, l'avantage de ça, c'est que si l'idée est mauvaise au bout de 5 jours, tu as passé 5 jours dessus, ça t'a coûté un peu d'argent, mais beaucoup moins cher que si tu avais dû le développer. Tu le mets à la poubelle et tu recommences. Donc c'est beaucoup plus facile d'itérer de cette manière-là, et surtout ça permet d'aller beaucoup plus vite. Sinon, si tu te dis j'ai une super idée, tu vas rencontrer 3 agences de dev qui vont essayer de te demander de préciser ton idée, donc déjà tu perds 2 mois le temps de les sélectionner. Ensuite ils mettent 3-4 mois à développer le produit, et au bout de 3-4 mois tu le testes sur le marché. Donc en fait t'as perdu plus de 6 mois. Et puis là tu peux te rendre compte qu'en fait il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de besoin. T'as perdu beaucoup de temps, t'as dépensé beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qui se passe en plus si ton idée est vraiment mauvaise, t'as envie de persévérer. Donc tu dis ouais mais ça marche pas, donc du coup faut que je fasse de la com. Donc t'investis des milliers d'euros en com, et si ton idée est mauvaise, de toute façon t'as perdu. Donc faut juste la mettre à la poubelle et passer à autre chose.
plus tu as consacré du temps en apprentissage ou en développement de quelque chose, plus tu as envie que ça marche, plus tu vas être attaché à cette idée et donc plus tu vas persévérer dans une mauvaise direction. Donc l'avantage de ces méthodes innovantes, on travaille beaucoup comme ça avec les huissiers, avec le réseau Eurojuris, avec l'incubateur du barreau de Paris aussi, c'est de travailler sur l'idée, de faire ce design sprint, de valider la pertinence marché. Et une fois qu'on l'a validé, là on leur dit ok, maintenant on va chercher de l'argent en fonds non dilutifs, en levée de fonds, et on va le développer. Et l'UNAJ, donc l'Union nationale des huissiers de justice, et le réseau Eurojuris, on a fait des design sprints avec eux qui ont été validés en pertinence marché. Et en fait aujourd'hui, ils ont décidé de se réunir et d'ouvrir une sorte de fonds d'investissement pour les professionnels du droit, qui s'appelle LegalStorm, et dans lesquels en fait c'est ouvert à tous les professionnels du droit, donc avocats, huissiers de justice, notaires. Donc ils financent des projets. Ils mettent des tickets de 1000 à 10 000 euros et ils financent de façon collaborative le développement de ces idées-là. On va voir, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de 800 000 euros de levée. En tout cas, il y a déjà une bonne partie de ces fonds-là qui sont réunis et qui vont permettre de faire sortir les tout premiers projets de LegalStorm. Donc ça, c'est la continuité de ce qu'on fait avec l'UNAJ. Et puis sinon, on est sur des recours à des moyens de financement plus classiques qui vont être du business angel, de la love money ou carrément des fonds d'investissement. On parlait tout à l'heure de l'incubateur du barreau de Paris. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ouais, l'incubateur du barreau de Paris. En fait, si tu veux, c'est une volonté politique de Marie-Mé Perron, qui est le bâtonnier du barreau de Paris, jusqu'à la fin de l'année, et de son binôme Basile Adair, donc le vice-bat. Et si tu veux, le numérique était un point extrêmement important de leur programme de campagne. Et surtout, ils sont convaincus, et je partage complètement cet avis-là, que les professionnels du droit vont être les premiers acteurs de la legal tech. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la legal tech, c'est la technologie appliquée au droit. Donc, c'est pas d'un côté des startups, de l'autre les professionnels du droit. C'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. Et les professionnels du droit utilisent des outils techno depuis la nuit, enfin pas depuis la nuit des temps, mais depuis 30 ans. Les éditeurs juridiques. Les éditeurs juridiques, tout à fait, etc., utilisent la techno appliquée à la profession du droit. Donc, si tu veux, Marie-Aimée et Basile étaient convaincus, sont toujours convaincus que les professionnels du droit ont un rôle extrêmement clé à jouer là-dessus et qu'il faut les encourager dans cette démarche-là. Il y avait un incubateur qui existait depuis 2014 pour le barreau de Paris, mais qui est en fait juste un think tank. Et l'idée, c'était de se dire, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'il y ait une réalité, il faut qu'il y ait une unité de lieu, il faut qu'il y ait des projets qui soient vraiment en train de se développer, et pas juste du bruit et des conférences. Et donc, du coup, on va sélectionner les 4 projets qui nous semblent les plus porteurs, qui ont un intérêt pour la profession d'avocat, et qui sont détenus majoritairement par des avocats, d'un point de vue capitalistique. Donc, il y a bien ce critère-là de détention majoritaire. Qui est tout à fait discutable, mais en tout cas, d'un point de vue politique, il était essentiel pour le barreau de Paris de maintenir. Je pense que c'est pas forcément un facteur clé de succès que l'avocat soit à 51%. L'avocat pourrait tout à fait avoir 20% et apporter une super expertise pour le produit et que derrière ce soit géré par des développeurs ou par un DG. Mais c'est une volonté politique qui est ces 51%, ce que je peux comprendre. Je pense que c'est pas forcément le facteur clé de succès du projet. Et est-ce que tu penses que dans un projet de legal tech, il doit nécessairement y avoir un avocat ou un juriste dans la structure ? Alors, c'est une très bonne question. Je vais me permettre de faire un mini retour en arrière sur les travaux que j'avais menés au sein d'OpenLaw en 2016. Avant 2016, il y a d'un côté des braconniers du droit, qui sont en gros tous les mecs qui créent des startups, parfois des anciens avocats d'ailleurs. Qui sont assez mal perçus. Qui sont mal perçus et qui, globalement, c'est vrai, souvent, pas toujours, mais souvent, en tout cas sur les startups qui veulent aller sur le marché du droit, ont une volonté de prendre un certain nombre de parts de marché aux professionnels du droit. Et puis de l'autre, il y a les avocats qui se disent oh là là, on vient faire du dumping, ils pratiquent des prix qu'on sera jamais capable de pratiquer. Ils font du conseil juridique alors qu'en fait c'est un périmètre qui nous est réservé, etc. Donc, si tu veux, il y a d'un côté des professionnels du droit assez réfractaires, assez combatifs, assez agressifs vis-à-vis de ces legal tech, et puis de l'autre, tu as un certain nombre de startups qui effectivement ont des comportements un petit peu provocants vis-à-vis des avocats. Et donc en 2016, on se dit finalement, le problème est très mal posé. Il faut pas avoir des réactions ni corporatistes ni arrogantes de jeunes start-upers de 20 ans qui va révolutionner le monde et qui prend tout le monde pour des cons. C'est un peu plus compliqué que ça. Et la justice, comme la santé, c'est des secteurs dans lesquels il faut quand même protéger une personne, l'utilisateur, et l'utilisateur, c'est le justiciable. Donc finalement, on s'est dit, on a réuni tout le monde sur la table, on a dit, c'est quoi l'intérêt du justiciable ? Et c'est quoi un socle de valeurs communes que à la fois un start-upper et des professionnels de droit pourraient mener ? Et donc à ce moment-là, tout le monde se réunit, si tu veux. Alors au début, ça se tire dans les pattes, et puis progressivement, on est dans une démarche qui devient constructive, et on arrive à un texte qui est le dénominateur commun. Alors c'est un peu tarte à la crème. Là, tu parles du coup de la charte éthique. La charte éthique pour un marché du droit en ligne, qui est signée, donc on a 8 mois de travaux, on présente le texte en janvier 2017 et en fait elle est immédiatement signée par une centaine de startups et de professionnels du droit. Ce qui est assez intéressant, c'est que les professionnels du droit au début arrivaient en se disant on va venir imposer des règles aux startups pour les réglementer, elles aussi. Et au final, plus elles ont discuté, plus elles se sont dit mais en fait on est aux fraises aussi sur plein de sujets, notamment sur les aspects de sécurité, sur les aspects relations clients. Beaucoup de cabinets n'avaient pas du tout de politique de relations clients. Et en fait ce texte-là et les déclarations que porte ce texte-là pourraient être vachement utiles pour nous. Et en fait c'est marrant parce que sur les 5 premiers acteurs, on a autant de startups du droit, d'éditeurs juridiques, on va dire de non-professionnels du droit réglementé, que de professions réglementées qui le signent. C'est-à-dire qu'on a 50 cabinets d'avocats, études, huissiers, notaires qui signent le texte aux côtés des start-upers.
Ça permet en fait aux acteurs traditionnels du monde du droit de changer finalement d'opinion sur ces nouveaux acteurs qui entrent dans le marché. C'est ça. Pour aller à ta réponse, effectivement, donc là il y a un regard qui est en train de changer à partir de 2016. Et le fait que ce regard change fait aussi changer beaucoup de startups. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte entre 2015, les premières startups, et 2017-2018 aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans l'observatoire de la Legal Tech du Village Justice, où on se rend compte qu'en fait de plus en plus de startups qui à la base voulaient aller sur le marché directement pour le justiciable, en fait on fait un pivot et vendre des services pour les professionnels du droit pour les aider à mieux faire leur métier. Donc ça c'est assez intéressant de le constater, premier point, et je pense que c'est lié vraiment à ce changement de regard, ce pivot qu'il y a eu en 2016, dont j'ai été témoin via nos travaux, mais qui est un mouvement qui est beaucoup plus général. Et le deuxième point, c'est qu'après, il y a aussi une prise de conscience à la fois des professionnels et des start-upers qui, les deux mondes, ont besoin de se parler, ont besoin de communiquer, ont besoin de travailler ensemble. Alors, est-ce qu'il faut toujours un professionnel du droit au capital ? Je pense pas. Par contre, je pense que aucune legal tech aujourd'hui, enfin aucune start-up du droit, aucun projet tech autour du droit peut être mené sans le concours en fait de ces professions du droit qui ont un recul, une expérience plus solide, quoi. Si tu regardes les startups du droit qui cartonnent aujourd'hui, que ça soit un Predictis, que ça soit un Legal Start, que ça soit même un Demandé Justice finalement, je sais pas Capitalist Safe comment ils sont organisés, mais derrière il y a des avocats. Ces projets-là qui font du bruit, qui aujourd'hui ont un modèle économique qui gagne leur vie, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets qui font beaucoup de bruit mais qui n'ont pas encore de réalité économique, quoi. Ces projets-là qui ont décollé ont toujours eu à un moment donné des professionnels du droit dans la boucle. Oui, ce qui est assez logique parce qu'il faut quand même connaître le marché. Complètement. Et dans l'incubateur du barreau de Paris, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux projets innovants qui t'ont marqué ? Moi, j'ai un projet l'année dernière qui m'a marqué. Je vais en prendre un cette année qui me semble particulièrement smart. L'année dernière, c'était le projet One Avocat. Le projet One Avocat, on est sur comment je vais choisir le bon professionnel du droit. Il existe des tas d'annuaires, mais en fait, encore une fois, on passe à côté d'un truc qui est fondamental. C'est que souvent, quand je suis un justiciable et que je veux choisir mon avocat, je veux lui parler avant de signer une convention d'honoraires. J'aimerais bien même, pourquoi pas, comparer. En fait, One Avocat, c'est la possibilité de comparer. Quand j'ai un problème de droit, je pose une question, je qualifie mon problème de droit en tant que justiciable. Donc, par des jeux de questions relativement simples. Et là, la promesse, c'est de vous mettre en relation avec 3 professionnels pour des calls de 20 minutes gratuits. Et on va commencer à sentir le match qu'on a avec l'avocat, avec lequel on s'entend le mieux, avec lequel on est le plus à l'aise, quel est celui qui a la stratégie qui me semble la plus pertinente. Et donc, en 1 heure, on a parlé à 3 avocats. Et on peut faire un choix. Et on fait son choix de façon éclairée. Donc ça, je trouve que l'approche est extrêmement intéressante. Donc ça, c'était un des projets de l'année dernière. Et là, cette année, donc, on a 4 projets. On a un projet autour d'enrichissement en fait de l'outil Word avec des fonctionnalités spécifiques pour l'avocat. C'est des raccourcis, c'est des moyens de mettre des liens automatiques, des mises en page de contrat avec des fonctionnalités simplifiées qui s'appelle Diju. On a un projet Juridifil. L'idée, c'est d'avoir une sorte de carnet juridique de l'entreprise qui recense toute la doc corporate. Donc, ça évite les 1000 allers-retours. Est-ce que vous n'auriez pas le M0, le statut à jour, le dernier cabis, sa merde, il a 3 mois, 4 jours, il faut en redemander un. Enfin bon. Le troisième projet, c'est Avostage. Avostage, le constat, en fait, c'est que l'université prépare absolument pas les étudiants au monde professionnel. Ils ne développent pas ces compétences-là. Et qu'aujourd'hui, quand on est un avocat, en fait, on ne sait pas qui choisir. On ne sait pas ce que valent les diplômes. En fait, on n'arrive pas à décoder ce qu'il y a derrière un CV. Donc là, l'idée, c'est de à la fois proposer tout un programme de formation des étudiants pour qu'ils valident des skills, des compétences professionnelles qui soient compréhensibles et utiles pour derrière des cabinets qui reçoivent les CV. En fait, l'enjeu, c'est déjà lui donner ses compétences réelles et 2, de les rendre intelligibles pour le cabinet qui voudrait les recruter. Et il y a un dernier projet, c'est Réplique, et Réplique est hyper intéressant, c'est un projet sur la rédaction en fait de conclusions juridiques. C'est un avocat au conseil, collaborateur avocat au conseil qui porte ce projet et qui est parti du constat que en fait lui il voit des jeux de conclusion des 2 parties à longueur de journée et il se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'attendent les juges et ce que produisent les avocats en termes de défense. Ils passent à côté d'arguments clés, ils noient le poisson avec des arguments inutiles et d'un point de vue structure souvent ils mélangent différents points, ce qui fait que le juge ne prend pas le temps de lire forcément l'intégralité des conclusions. Voire ça l'agace. Ça l'agace et potentiellement des arguments clés sont pas évoqués et dans ce cas-là, l'affaire est perdue bêtement, ouais. quoi. Et donc lui constate ça au quotidien. Alors c'est marrant parce qu'on a fait passer des tests. Quand on écoute les magistrats, c'est vraiment ce que je viens de dire. Quand on écoute l'avocat, ils disent mais j'ai pas besoin de ça, je fais très bien mes conclusions. et c'est normal. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment ce décalage-là. Et de ce décalage-là, en fait, l'idée c'est de construire un outil qui est autour de l'argument juridique. Donc on part de l'argument juridique et on va aider l'avocat à construire son argumentation à partir du bon argument. Donc on trouve le bon argument et une fois qu'on a le bon argument, on imagine tout le jeu d'argument contre argument qui pourrait exister dans la rédaction des conclusions. Et avec le final, un outil qui va faciliter cette rédaction de conclusion. C'est génial comme idée, ça. Voilà. Ouais, complètement. J'ai un gros coup de cœur pour les 4 projets, mais je trouve que l'approche de Réplique est assez originale, surtout que c'est le marché de la recherche juridique derrière. C'est un marché sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je trouve qu'ils arrivent vraiment à avoir une approche qui est un petit peu différente. En tant qu'avocat, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des outils qui sont développés pour nous permettre d'optimiser la rédaction de nos conclusions. C'est un gain de temps et d'efficacité, et donc je pense que ça parlera à beaucoup d'avocats une fois la phase de l'ego passée. Tu as aussi créé le lab de l'école du barreau. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Ouais, alors pareil, c'est comme pour l'incubateur, ça part d'une volonté politique de Madame le bâtonnier et du vice-bâtonnier finalement de se dire qu'aujourd'hui, si on veut être un bon avocat au XXIe siècle, on doit savoir vivre avec son temps. Et que savoir vivre avec son temps, on n'y a pas été préparé dans les études en droit, on y est encore assez mal préparé dans les cours qui sont donnés à l'EFB. On est bien préparé d'un point de vue juridique, d'un point de vue métier de l'avocat, mais on n'y est pas forcément bien préparé d'un point de vue innovation numérique, le monde bouge et il faut qu'on soit capable de bouger aussi. Et donc du coup, on a décidé de créer ensemble un programme pilote qui est un gros challenge quand même parce qu'on doit former les 1800 élèves de l'EFB. Donc on le fait du mieux qu'on peut, mais former 1800 élèves de façon un peu intelligente sur ces sujets-là, nécessairement, ouais, c'est un très très gros challenge. Donc au début, on a un peu ramé, il y a eu des pots cassés, c'est normal. Hein. Mais globalement, c'est quand même une réussite. Et si tu veux, le lab, c'est 3 temps. C'est un premier temps, un cours en amphi de sensibilisation. Bon, là, on réinvente pas la roue. C'est un e-learning qui leur permet d'aller plus loin. Et surtout, c'est des ateliers dans lesquels ils travaillent en équipe par groupe de 6 et on leur donne un sujet. Plutôt, on leur donne une thématique. De cette thématique-là, ils trouvent leur sujet. Et ensuite, pendant 2 mois, travaillent sur leur sujet. Donc, il y a des sujets sur comment je vais automatiser un ensemble d'actes juridiques. Donc, c'est un travail de modélisation juridique. Il y a des enjeux de legal design, c'est-à-dire comment je vais réussir à représenter de façon intelligible telle ou telle situation de droit avec tel ou tel objectif derrière de lecteur. Donc, ça peut être un magistrat, ça peut être un justiciable, ça peut être une association. Donc, voilà. Il y a des ateliers sur le marché du droit. Donc, c'est comment je vais pouvoir identifier des opportunités sur le marché du droit et comment je vais pouvoir créer une proposition de valeur sur le marché qui va intéresser des clients des cabinets. Donc là, c'est un petit peu la simulation vraiment de création de projet. Et puis après, il y a aussi des ateliers de web marketing. Donc voilà, pendant 2 mois, ils bossent en groupe de 6, ils sont tutorés par un mentor qui est pas un avocat la plupart du temps, parfois un avocat, mais pas toujours, qui est avant tout un expert extérieur à la profession. On les challenge, on les sensibilise à ces sujets-là pendant 2 mois. Et ça, c'est des ateliers qui sont optionnels ou obligatoires? Donc on forme les 1800, ils sont obligés de passer par là. Après, il y a aussi tout un parcours talent du lab. Voilà, exactement. Donc là, c'est 25 élèves qui ont vraiment une appétence plus forte. Là, c'est une option. Et là, en fait, c'est un programme d'1 an. Donc c'est un super programme du lab de départ, donc ce que je viens de t'expliquer, mais en beaucoup plus accéléré, beaucoup plus approfondi. Et surtout derrière, c'est la réalisation du projet sur 6 mois. Soit c'est des projets de cabinet ou de groupe autour de l'innovation dans lequel l'élève avocat va avoir un rôle de copilote en fait de ces projets-là. Soit c'est un projet start-up qui pourrait être amené à mettre ensuite sur le marché. Donc on les accompagne vraiment dans cette démarche. Et est-ce qu'il y a des projets qui ont vu le jour et qui ont été lancés? Pas encore, parce qu'en fait le lab n'a que 2 ans d'existence. Ouais. Le parcours talent du lab dans sa forme actuelle a moins d'1 an, donc on est vraiment au tout début, quoi. Et on parlait tout à l'heure de la charte éthique. Du coup, ça m'amène à te poser la question. On parle beaucoup de la place de l'éthique dans l'utilisation des nouvelles technologies. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, il y a des garde-fous à mettre en place pour éviter des dérives qui ne seraient pas souhaitables? C'est une très bonne question. Oui, il y a des garde-fous qu'il faut mettre en place, d'autant plus quand on touche à des secteurs tels que la santé ou le droit. La vraie question, déjà, c'est aujourd'hui, les avocats sont amenés à utiliser plein d'outils. Donc ça va d'une plateforme qui permet de comparer les professionnels entre eux pour le justiciable à un outil qui va faire de l'analyse de statistiques de jurisprudence, donc c'est ce qu'on appelle la justice prédictive, et qui va aider le professionnel à prendre des décisions pour ses clients. En fait, le truc fondamental déjà, c'est de comprendre quels sont les critères qui sont pris en compte par l'algorithme dans les résultats qu'il propose. Donc ça, il faut une transparence. Je dis pas qu'il faut les lignes de code, mais je dis qu'il faut que l'entreprise soit très claire sur les critères qu'elle prend en compte pour fournir tel ou tel type de résultat. Donc ça, c'est un premier garde-fou, surtout quand on a un professionnel du droit éclairé, parce que ça permet d'éviter d'avoir des biais sur les résultats qui sont fournis. Puisqu'on parle de transparence, ça me fait aussi penser au projet Jurismatic que tu as suivi avec l'ancien cabinet 1134, devenu Bold Avocat. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, sur Jurismatic, j'ai pas directement travaillé sur le projet, mais je l'ai suivi de près parce qu'effectivement, au tout début, quand je fais mes premières formations, je l'ai fait avec Clarisse Beribi, qui est associée d'1134, qui est aujourd'hui Bold Avocat, voilà. Et Clarisse m'a beaucoup aidé, et je la remercie d'ailleurs, sur tout le lancement de mon activité. Et si tu veux, eux sont tout début et se disent, aujourd'hui, nos documents et notre savoir a une valeur décroissante qui va tendre vers 0. Ça, c'est le constat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance a une valeur qui va tendre vers 0, l'expérience a une valeur qui tend vers 0, ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais ça a une valeur qui tend vers 0. Et donc du coup, partant de ce paradigme-là, eux ils le constatent, ça c'est un truc qui est tiré du monde numérique en général, leurs clients leur rabâchent ça à longueur de journée, ils se disent très bien, c'est un choix qui est pas évident à prendre, on va mettre en ligne tous nos templates d'actes et on va le mettre sur un site tiers qui va pas être le site 1134, on va le mettre sur le site Jurismatic. Et en fait, là, il se passe un phénomène. Alors, en 2014, aujourd'hui, c'est un peu plus courant de réfléchir comme ça. Mais on est en 2014. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je crois, 5 ou 6 000 téléchargements d'actes en l'espace de 2 mois.
Et phénomène assez marrant, en fait, les start-upers qui téléchargent le droit, donc sont un peu arrogants, de toute façon l'avocat sert à rien, passez-moi le template, je complète les trous et basta. Et en fait là, l'entrepreneur qui télécharge son acte, qu'est-ce qui se passe? Il commence à compléter ces trucs, et là il se dit merde, ah ouais mais moi je veux lever des fonds, comment ça se passe sur la propriété. Aujourd'hui, j'ai un associé que j'ai fait rentrer en minoritaire parce qu'il était là au dîner où on a eu l'idée, je lui filais 5% de ma boîte, mais en fait je me rends compte qu'il va falloir que je le dégage. Comment je fais Comment je dois me comporter, sachant que c'est mon pote, donc j'aimerais bien pas me fâcher avec. Donc en fait, ils se rendent compte à ce moment-là, à la lecture des statuts, soit ils comprennent rien sur certaines clauses, soit en fait ils ont des questions qui arrivent, ils n'ont pas les réponses, ils savent pas comment le formaliser dans un pacte d'associés. Ça crée, si tu fais un phénomène d'aspiration, donc du coup ça crée déjà tu collectes énormément d'informations sur potentiellement des prospects pour le cabinet, et 2, ils viennent à toi parce qu'en fait ils téléchargent les actes, ils les lisent, ils comprennent pas, et là ils se rendent compte en fait de l'intérêt de l'avocat. Donc il y a cette prise de conscience. Et aujourd'hui, le marché de l'entreprise a un énorme problème de prise de conscience de son besoin de droit. C'est-à-dire que l'entrepreneur, déjà, il a souvent une allergie administrative. Alors il le fait, mais c'est un truc qui le saoule, et au juridique. Et il n'a pas conscience, en fait, qu'il se met parfois en danger, qu'il y a une réforme qui est passée, qui l'oblige à se mettre en conformité RGPD, en conformité loi Pacte pour demain, et ainsi de suite. Et il se rend pas compte qu'il est aussi concerné. Et en fait, le professionnel du droit doit avoir un rôle de prise de conscience. Et ça, il y a plein de mécanismes d'alerte et de prise de conscience. Donc, il y a plein de mécanismes pour créer cette prise de conscience-là et qui, derrière, génère aussi beaucoup de boulot pour les professionnels du droit. Et ça, c'est cool. C'était une idée très maligne. Carrément. Est-ce que pour toi, l'innovation dans les cabinets d'avocats, elle touche surtout les grosses structures ou est-ce qu'elle touche aussi les plus petites structures? Je vais parler de mon expérience sur ça. En fait, les grosses structures sont pas tellement parées pour prendre l'innovation à bras-le-corps. Ils sont sur des modèles qui tournent bien, ils sont pas en difficulté, ils n'ont pas forcément l'utilité de changer les choses. Alors, ils voient bien qu'il y a un phénomène qui est en train de se créer autour de la technologie, qu'il faut qu'ils s'y intéressent et qu'ils intéressent leurs collaborateurs à ça. Mais souvent, en fait, il manque vraiment de vision. J'avais animé un club de managing partners de cabinets français il y a 2 ans. On les réunissait, on essayait de comprendre un petit peu leurs besoins et ce qu'ils pourraient faire ensemble collectivement. Et en fait, on se rend compte que c'est très très difficile et qu'il y a déjà un premier temps d'acculturation qu'ils n'ont absolument pas. Après, sur les petites structures, la réalité des petites structures, c'est qu'elles ont souvent assez peu de moyens pour faire par eux-mêmes, sauf à être sur une verticale et à faire que du divorce. Par exemple, je fais 10 000 divorces par an. Bon, là, ouais, t'as les moyens d'automatiser. Quand t'es une structure moyenne qui fait un peu de tout, c'est très très dur. Par quoi tu commences ? Souvent, du coup, tu utilises des outils sur étagère qui sont souvent d'ailleurs très bien et qui font le job. Mais il faut les prendre en main, il faut les paramétrer. Il faut, quand tu as 5 spé ou 5 avocats dans ton cabinet qui font 5 trucs qui n'ont rien à voir, comment collectivement tu arrives à entraîner tout le monde dans ta direction parce que toi, tu as envie d'acheter un outil qui va te permettre, j'en sais rien, d'automatiser tes actes ou d'améliorer tel ou tel type de pan de ta production. Ça va coûter, j'ai n'importe quoi, 10 000 € par an. Comment tu le justifies auprès de tes associés qui disent mais ça sert à rien, ça va te servir qu'à toi et en plus on sait même pas si ça va te rapporter de l'argent. Oui, parce que chacun a des besoins différents. Voire tu vas moins facturer parce que tu vas aller plus vite. On a encore ce genre de réflexe-là. Donc là-dessus, il y a des blocages politiques au sein des CAB et puis il y a des enjeux de moyens pour les plus petites structures. Et le problème, c'est le temps. Donc il y a ce problème de compréhension déjà de quoi j'ai besoin. Il y a une vraie difficulté. Et ça, c'est un dénominateur commun entre les gros et les petits. Ils savent pas de quoi ils ont besoin. Oui, parce que ça nécessite d'analyser aussi ces process, comment on fonctionne, etc. Ce qu'on fait pas vraiment en fait en cabinet. J'ai eu le cas souvent sur des cabinets de taille moyenne en province, plutôt dynamique de taille moyenne. On fait un séminaire de 2 jours avec eux. Ils ressortent, ils sont super contents. Ils te disent c'est génial, on va faire plein de trucs. Et en fait, tu leur dis que la première étape, ça va être de mettre dans un tableau Excel toute leur base clients, prospects, plus tous leurs process. Et en fait, là, il n'y a plus personne. Pour ça, c'est le point de départ. Si tu fais pas ce travail-là, tu peux rien faire après. Si tu veux vraiment sérieusement faire le job. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils voient ça comme une montagne. Exactement. Et parce qu'ils prennent pas le temps de le faire, parce que ils n'ont pas cette information-là et que ça leur demanderait de passer 2 ou 3 week-ends dessus pour faire ce tri-là. Et du coup, ça se fait jamais, ça marche pas. Donc ça, c'est un gros point de douleur, mais qu'on retrouve chez les petits, chez les gros. Les gros, en fait, c'est pas à l'échelle d'un associé, c'est à l'échelle d'un département, mais il y a le même enjeu. Quel est le facteur clé de succès alors ? Le gros facteur clé de succès, c'est d'avoir la vision de la direction dans laquelle on veut aller, d'avoir conscience de là où on est aujourd'hui. Donc il y a un point bas et un point haut qui est le sommet qu'on veut atteindre, et de pas essayer directement d'aller chercher le sommet, mais vraiment de construire l'escalier et d'avancer tout petit à petit et de trouver des marches dans lesquelles on va avoir une satisfaction pour toutes les équipes. Plutôt que de se dire qu'on va faire un tableau Excel sur tous les process du cabinet, c'est se dire quel est le process le plus fréquent. C'est celui-ci, on le répète 40 fois par an, et on va travailler sur ce process-là et on va regarder dans cette chaîne-là tout ce qui relève vraiment de la valeur ajoutée pure et dure et tout ce qui relève de tâches chronophages. Tout ce qui relève de tâches chronophages, tu les classes et tu te dis qu'est-ce qui est le plus facile à automatiser. Et puis tu les prends une par une. Tu les prends une par une et en fait tu saucissonnes ta prestation juridique. Et en fait dans ce saucissonnage, tu as quelques parts qui valent vraiment le taux horaire de l'avocat et tout le reste, tu te dis comment je peux réussir à le produire pour moins que mon taux horaire. Soit plus vite, soit moins cher.
Et alors là, ils se disent, ok, mais je vais perdre une partie de ma facturation. Justement, j'allais te poser cette question. Et c'est ça. Mais en fait, derrière, l'enjeu, c'est vous allez créer de la satisfaction client. Si vous le faites et que les autres le font pas, vous allez forcément avoir d'autres dossiers. Et 2, vous allez avoir du temps pour prospecter, vous vendre en tant qu'expert, améliorer la relation client aussi. Passer du temps avec vos clients, discuter avec eux, les comprendre, créer de nouvelles offres de services et réfléchir à un projet d'entreprise et pas juste à une entreprise d'experts, quoi. Ça revient à une question que je voulais te poser. Souvent, en cabinet, ou même les professionnels du droit de manière générale te demandent ok, mais pourquoi il faudrait absolument que j'innove? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Donc, si je résume, c'est un gain de temps, un gain en termes de réputation et de fidélisation de la clientèle. Et puis pour soi aussi, on passe plus de temps à faire des choses plus intéressantes avec plus de valeur ajoutée. Alors, ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a le profil avocat à l'ancienne qui veut pas en entendre parler. Bon, lui, par la force des choses, il va être obligé de s'y intéresser quand même. C'est le sens de l'histoire, je veux dire. On est encore, je pense, sur un mouvement dans lequel on peut se permettre de pas forcément être à fond dans ce mouvement de numérisation. Mais la réalité, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est le sens de l'histoire et ça va aller crescendo. Ensuite, il y a le mouvement des avocats entrepreneurs qui voient effectivement des opportunités business, de relations clients et qui se disent « J'étais avocat, je commençais à m'ennuyer dans mon métier et là, on me donne l'occasion d'être sur un marché qui est concurrentiel, qui bouge très vite et donc on me demande de devenir un entrepreneur. » Et donc, c'est génial parce que je peux me revendiquer entrepreneur du droit. Et puis après, il y a le troisième profil qui sont les passionnés du droit et de la mécanique intellectuelle qui est autour du droit. Et en fait, ceux-là, ils sont souvent un peu effrayés en fait par la tech. Ils se disent mais ça va venir nous remplacer, sûrement moins bien. Ça vient chasser le plaisir intellectuel que j'ai à réfléchir sur un dossier. Et en fait, ils sont souvent surpris de voir quand on réfléchit de cette façon-là qu'en fait, on crée de nouveaux champs intellectuels de réflexion. Soit parce que les jeux de données ou les outils avec lesquels ils vont travailler vont leur permettre d'avoir une vision différente en fait de leur métier. Ce côté avocat augmenté. On a une vision plus macro, ça permet d'aller plus loin dans le conseil, et c'est vrai. Et surtout, même un avocat passionné de droit qui commence à automatiser une procédure rentre dans une mécanique intellectuelle qui est nouvelle et qui consiste à se dire, ok, dans une procédure, dans un acte, en fait, il y a des jeux de variables. Quelles sont ces variables? Comment je les classe? Quelles sont les règles qui font qu'une variable va interagir avec une autre? Donc là-dessus, c'est bien sûr les lois, les jurisprudences, mais c'est aussi toute l'expérience acquise en tant que professionnel. Et en fait, cette mécanique intellectuelle de réflexion, souvent les passionnés de droit, en fait, se piquent au jeu et s'éclatent véritablement là-dedans. Donc ils sont assez réticents au début et en fait ils se rendent compte que 1, ça ouvre des nouveaux champs d'analyse et 2, ça leur permet de penser, de décortiquer la manière dont ils intellectualisent le droit et leurs intuitions, et en décortiquant ça finalement, c'est passionnant aussi d'un point de vue réflexion. Tu disais, ils se prennent au jeu, ça leur plaît, mais comment on fait pour que l'essentiel des professionnels du droit se mettent en action et fassent ses premiers pas? Plusieurs axes. En fait, déjà, il y a le mouvement du marché. Je pense que de plus en plus, en fait, les justiciables, les entreprises vont attendre ça de la part de leurs avocats. Et donc, eux vont créer le mouvement. On s'en rend compte, il y a un gros événement annuel de la Legal Tech qui s'appelle le Salon de la Legal Tech. Le premier Salon de la Legal Tech, c'était un truc de micro-initiés, on était une centaine, et c'était vraiment les précurseurs. La deuxième année, on a commencé à avoir beaucoup d'avocats curieux. La troisième année, l'année dernière, on a vu énormément de directions juridiques. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on se rend compte que les clients des avocats, alors les directions juridiques, c'est un client qui est déjà sensibilisé au droit, qui sait de quoi il parle, etc., mais s'intéresse à ces sujets-là. Et si eux s'intéressent à ces sujets-là, par la force des choses, les cabinets d'avocats, pour rester sur eux, ou même les huissiers, toutes les professions du droit vont être obligées de s'y intéresser aussi. Donc ça, c'est le mouvement général. Et si on l'applique aux justiciables, ça va être la même chose. Un consommateur de droit va attendre le même niveau de réactivité, le même niveau d'ergonomie de son avocat que de n'importe quelle société de service qu'il utilise pour commander à manger, etc. Donc voilà, donc ça c'est le sens vraiment de l'histoire. Ensuite, il y a un mouvement qui est en train de se créer, qui est bloquant en fait, qui est dommage, c'est de recréer un entre-soi autour de la Legal Tech. Aujourd'hui, le mouvement de la Legal Tech, c'est un écosystème qui doit se nourrir du monde de l'innovation en général et qui doit pas être juste un entre-soi d'avocats start-upers ou de créateurs de start-up du droit. Je pense que c'est une énorme erreur et en fait, ça casse la curiosité, ça casse les véritables enjeux de l'innovation qui sont la curiosité générale d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Alors ça encore, on peut le faire, mais surtout dans d'autres secteurs d'activité. C'est extrêmement important d'être curieux. C'est parce que l'avocat va développer cette curiosité-là pour l'innovation, d'une manière générale, qu'il va avoir des idées d'application pour son cabinet. Et après, il y a le passage à l'acte. C'est comment tu arrives à dire, ok, des idées, tout le monde peut en avoir. Elles sont plus ou moins bonnes, plus on va s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, plus on va être bon. Mais après, comment je rentre en action? Et là, vraiment, c'est de commencer petit et c'est d'aller étape par étape. Peut-être que la première étape, en fait, c'est juste de structurer un tableau Excel pas trop mal fait de la manière dont on gère ses dossiers. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être ça la première étape. C'est pas essayer de créer un outil. Commencer petit et par contre, d'en faire toutes les semaines. C'est-à-dire se dire, je bloque 1 heure par semaine où je teste un truc. Je teste un outil, je mets en place mon tableau Excel, mais ça se fait dans le temps. C'est pas un rush de 2 jours et après j'ai coché ma case pour l'année. C'est vraiment une constante et du temps qu'il faut y consacrer constamment. Que ça devienne un rendez-vous récurrent. C'est ça. On essaye petit à petit de mettre en place différentes choses.
Et on parlait de la pluridisciplinarité. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'essentiel? Est-ce que, selon toi, il devrait être possible de créer des structures hors start-up où des cabinets d'avocats puissent s'associer avec des professionnels qui ne sont pas des professionnels du droit? Alors, au-delà de l'interpro, en fait, c'est les règles déonto de la profession. La déontologie, elle est fondamentale avant tout pour protéger le justiciable. Et ça, je rejoins complètement le discours des ordres à ce niveau-là. En revanche, la déontologie, elle doit aussi vivre dans son temps. Et au XXIe siècle, le marché du droit est un marché concurrentiel. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner les mêmes armes à tous. Une start-up qui se crée dans une forme non cabinet d'avocat peut lever des millions d'euros pour arriver à ses fins. Un cabinet d'avocat ne peut pas le faire. Du coup, ça crée une distorsion dans la concurrence. Exactement. Ça crée une asymétrie et je trouve que c'est dégueulasse pour les professionnels du droit et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas encore ouvrir des capitaux extérieurs pour les cabinets d'avocats. Ça, c'est ma vision un peu générale du sujet. Il y a plein d'autres règles déonto qui marchent sur la tête, notamment sur la question du partage d'honoraires ou de l'apport d'affaires. Dès lors que tu es sur un marché concurrentiel, il faut permettre à tous les acteurs de travailler à armes égales et c'est pas le cas aujourd'hui. Et après, il y a la question de l'interpro en tant que tel. Depuis 2015, effectivement, il y a une possibilité ouverte de s'associer entre professionnels de droit du chiffre. La réalité, c'est que ça va très lentement parce que c'est très compliqué de fusionner deux structures existantes qui ont leur propre mécanique, qui ont leur propre process et de leur dire maintenant on va travailler ensemble. Donc ça, c'est très brutal et ça marche pas. Par contre, ce qui fonctionne et ce en quoi je crois beaucoup, c'est la construction de structures interpro sur des offres très précises. Par contre, fusionner complètement des cabinets d'avocats avec des experts comptables, c'est très compliqué. En revanche, c'est fondamental pour le justiciable à terme. Donc, encore une fois, je suis convaincu que c'est le sens de l'histoire. On le voit, il y a des projets qui vont en ce sens-là d'interpro qui sont très intéressants, un petit peu sur le modèle des maisons médicales, dans les déserts, l'équivalent des déserts médicaux qui sont les déserts judiciaires, qui consistent à réunir les professionnels du droit et du chiffre autour d'un même lieu et de les forcer à travailler ensemble. Et donc derrière, ils sont identifiés en tant que tels par le justiciable et ils peuvent switcher immédiatement de l'huissier à l'avocat, de l'avocat à l'expert comptable et ainsi de suite. Et tout le monde travaille ensemble. Ça, je pense que c'est des démarches de proximité qui sont intéressantes. Puis après, il y a l'exemple de l'offre de service que je prenais. Et si tu étais législateur ou membre d'un ordre, qu'est-ce que tu changerais pour permettre à la Legal Tech de décoller? Je crois que vraiment, aider les professionnels à y voir plus clair sur quels sont les outils vraiment pertinents pour la profession ou non, qu'est-ce qu'ils apportent, et ainsi de suite. Donc ça peut passer par un label. Il y a des projets en ce sens portés par le CNB, par le barreau de Paris. Il y a tout un axe sur encourager vraiment ceux qui veulent aller plus loin et les aider à financer un certain nombre de choses. Je lance ça comme ça en idée. La CARPA, par exemple, derrière, c'est comme un fonds d'investissement en termes de gestion. La CARPA gère des millions d'euros. Potentiellement, ces millions d'euros-là, on pourrait tout à fait se dire qu'il y a un fonds de dotation à l'innovation dans le monde du droit qui va aider des professionnels ou d'ailleurs des ordres à porter des projets innovants pour ses membres. Et puis après, il y a tout un enjeu autour de la déontologie. Et là, je pense qu'il y a énormément de conservatisme encore et c'est terrible. Évidemment, il y a des règles qui sont intangibles sur le secret professionnel, sur la délicatesse, bref, tous les grands principes de la profession d'avocat ou de la profession d'huissier. Ils ont aussi des règlements intérieurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut pouvoir donner à ces professionnels du droit les mêmes armes que les sociétés privées, sinon ça sert à rien de continuer en fait. Et il y a que comme ça qu'on permettra véritablement aux avocats d'être des entrepreneurs du numérique, de créer des cabinets de croissance comme il y a des entreprises de croissance qui existent dans le monde du numérique. Donc ça c'est fondamental et tant que ça n'aura pas été créé, tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique, ça va coincer. Comment tu imagines le droit de demain et quelles nouvelles compétences penses-tu que les professionnels du droit devraient acquérir? La capacité à travailler avec d'autres types d'acteurs, c'est ce que je te disais un petit peu, mais ça c'est fondamental. Donc, travailler leur curiosité, comprendre et s'intéresser aux méthodologies innovantes et les mettre en œuvre au sein de leur cabinet. Et puis, pas avoir peur d'investir et de travailler avec d'autres corps métiers. Et quel conseil tu donnerais à un avocat ou professionnel du droit, jeune ou moins jeune, qui voudrait convaincre ses associés ou patrons réfractaires de moderniser leurs pratiques? Alors, deux choses. Déjà, un conseil général que je donnerais à un jeune confrère, c'est de pas avoir peur. Il y a beaucoup de facteurs bloquants du « ah oui mais si je fais ça je peux pas, si je fais ça je vais créer des jalousies, des inimitiés au sein de la profession, donc j'y vais pas ». Donc déjà ça, no way, vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui globalement la profession c'est quand même beaucoup libéralisé, vous pouvez faire beaucoup de choses, donc allez-y, n'ayez pas peur d'entreprendre et d'essayer des choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport aux freins qu'il peut y avoir en interne, il y a deux types. Il y a le réfractaire vraiment, non ça changera pas, c'était mieux avant. Bon, celui-ci, il y a que le temps et la démonstration réel que ça va marcher qui pourra lui faire penser le contraire. Donc bon, s'il est top décideur, je pense que le meilleur truc c'est de partir du cabinet et de trouver une structure dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Si vous êtes un ensemble à décider, c'est de dire faites-moi confiance, laissez-moi essayer et faire. Et de leur montrer, voilà, et de leur est démontrer possible de faire et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Progressivement, voilà ce que ça peut apporter. Après, il y a un deuxième truc, c'est que l'innovation, ça met du temps aussi souvent à payer. Et on en voit les effets qu'au bout de plusieurs mois, voire années. Et très souvent, on a des cabinets ou des avocats qui veulent un effet immédiat. Ils sont impatients, ce qui est normal, hein, mais ils se disent « Ok, très bien, je mets 10 000 € pour payer un expert pour refondre tel ou tel aspect ou pour prendre un logiciel. »
Ils attendent un retour Et d'investissement ils attendent un quasi retour immédiat. Alors Mm. qu'en fait, le moment où on a investi, c'est le moment où ça commence, en fait. Et on en mesurera les effets qu'après, il faudra probablement faire des investissements en plus. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment sensibiliser les réfractaires sur le fait que c'est une démarche nécessaire, c'est le sens de l'histoire, et que ça va prendre du temps, et qu'il faut y croire, et qu'il y aura forcément des pots cassés. Et qu'il Je veux faut dire, on peut- persévérer. Ouais, quand on innove, véritablement, on casse des choses, quand on innove bien. Et en cassant des choses, parfois c'est parce qu'on se plante, parfois c'est qu'on casse des choses sur le modèle existant et que ça a un impact, donc il faut essayer de les anticiper. Mais il faut en avoir conscience, et je pense qu'il faut pas mentir aux réfractaires, parce que sinon c'est le meilleur moyen. Si vous êtes un collaborateur, qu'on vous fait confiance sur des aspects innovants du cabinet, ne mentez pas, identifiez le pire, partagez le pire, comme ça derrière vous pourrez pas décevoir aussi. Donc je pense que c'est clé. Et quelle perspective d'évolution du marché de la Legal Tech tu vois dans l'avenir? Il y a toujours un phénomène de cloche sur les nouveaux marchés. Bon, déjà, ce qui est génial, c'est que c'est un des derniers marchés à se transformer. Donc, c'est un marché qui est pas encore mûr. Il y a beaucoup de choses à faire, avec des acteurs qui sont très en retard. À ces acteurs-là qu'il appartient de prendre une grosse partie des sujets. C'est les professions réglementées. Et le deuxième point, c'est que ce phénomène de cloche fait qu'il y a énormément d'acteurs qui arrivent sur le marché. Il y avait 15 Legal Tech en 2013. Il y en a, je sais pas, peut-être 200 maintenant en France. Donc voilà, et ce qui va se passer aussi, c'est que dans le phénomène de cloche, il y a une redescente. Je sais pas à quel niveau, peut-être qu'on va monter à 500 ou 1000 Legal Tech dans les 2 ans, j'en sais rien. Peut-être qu'en fait, on est en haut de la cloche et que ça va redescendre. Mais derrière, la réalité, c'est qu'il va y avoir quelques acteurs qui vont rester sur le marché et qui vont faire le marché. Les investisseurs commencent à s'intéresser au marché de la Legal Tech, des fonds d'investissement, des startup studios, bref, il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent véritablement à se dire, là, il y a une verticale qui est bien. Si je réfléchis en termes d'investissement, les tickets sont beaucoup moins élevés que dans la fintech, ça spécule beaucoup moins. Donc si je me plante pas dans mes choix, potentiellement, je vais faire des bons coups. Et si on intéresse des investisseurs, on va ajouter de l'argent sur le marché. Si on ajoute de l'argent sur le marché, naturellement, ça va l'aider à atteindre sa maturité plus rapidement. Et sur quelle note tu voudrais finir ? Je voudrais finir sur une note je suis assez convaincu qu'en fait, c'est l'analyse du fonctionnement de nos sociétés qui vont permettre à la Legal Tech d'aller beaucoup plus loin. Alors, ça peut être au niveau individuel je viens de faire des courses dans un supermarché, je prends en photo mon ticket et dans mon ticket, on va identifier des produits potentiellement défectueux. Et donc, des mini-actions en remboursement. Bon, je pousse le truc à l'extrême. Ça peut être, on va me poser des questions un peu naïves sur ce que je fais au quotidien et on va me dire, ah mais attention, vous avez potentiellement un problème de droit là, ou soyez au courant de tel ou tel aspect. Et je pense qu'en fait, la Legal Tech doit pas être juridico-centrée, mais en fait, elle doit se positionner, elle doit réfléchir de plus en plus au niveau des faits de la société et des interactions qu'ont tous les justiciables entre eux. En fait, être vraiment axé sur les justiciables et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Ouais. C'est ce qu'on voit dans le secteur de la santé, où en fait, on se rend compte que de plus en plus, c'est en posant des questions à des patients au quotidien qu'on va être capable de détecter des pathologies préventives avec des modèles statistiques. En fait, il va se passer la même chose au niveau des comportements sociaux. Et je pense que d'un point de vue législateur, il faut anticiper ces points-là pour protéger le justiciable, mais ça ouvre en même temps des champs absolument géniaux pour que le droit soit accessible, intelligible, en temps réel par tous, par rapport à tout ce qu'on fait. Donc si on finit là-dessus, toi t'es vraiment partisan du fait que la Legal Tech, si elle est utilisée à bon escient et avec des garde-fous, peut vraiment permettre d'améliorer les services juridiques et la justice. Absolument. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Laetitia et longue vie au podcast. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.